Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Allemagne a augmenté son budget militaire, ce qui entraîne une violation du traité de Versailles, et nous allons reprendre là. Pour commencer, nous allons parler de la rencontre entre Hitler et Speer. Speer ne nous donne pas de date, il nous dit juste que c'est au printemps où il y a un gros rapprochement entre lui et Hitler. Comme vu dans les vidéos précédentes, Hitler et Speer se sont déjà rencontrés sur les chantiers de la rénovation de la chancellerie, dont l'architecte principal était Trost, mais Trost est décédé et c'est sa femme qui reprend le chantier. Et Speer nous dit qu'il avait déjà rencontré Hitler dans son bureau parce qu'il lui avait apporté des plans, mais Hitler nettoyait son arme et n'avait pas vraiment fait attention à Speer et il n'avait quasiment pas parlé. Donc là, pour leur véritable rencontre. Et puis un jour, à l'issue de la visite habituelle de midi, Hitler, qui n'avait jamais paru me remarquer, se tourna vers moi au moment de partir et me dit « Venez déjeuner ». Pouvez-vous imaginer cela? J'étais là, jeune, inconnu, totalement insignifiant, et ce grand homme, dont le monde entier cherchait à attirer l'attention, fût-ce pour un regard, m'invitait à déjeuner avec lui. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ce matin-là, en allant sur le chantier, je m'étais mis du plâtre sur mon costume, et Hitler remarqua que je regardais ma manche avec consternation. « Ne vous inquiétez pas pour ce détail, dit-il. On arrangera ça en haut. » Une fois en haut, il me conduisit dans son appartement privé et dit à son valet d'aller chercher son veston bleu foncé. Et le temps de le dire, voilà que je me retrouvais en route pour la salle à manger, derrière Hitler, portant son propre veston. Le gratin du parti était réuni pour le déjeuner. Peu de temps après, j'allais découvrir qu'il déjeunait toujours en nombreuse compagnie. Pour information, entre guillemets, par la suite, au moment de la guerre, il va commencer à manger avec de moins en moins de monde, et par la suite, il finira même par manger seul, mais nous y reviendrons. Donc je reprends, il arrive dans la salle à manger, et je vis Goebbels écarquiller les yeux. Il remarqua immédiatement ce à quoi je n'avais pas prêté attention, l'insigne doré du parti de Hitler. Le seul de son genre. « Qu'est-ce que vous faites? Que portez-vous là » me demanda-t-il, d'un ton sec. « C'est mon veston, intervient Hitler. En me montrant le siège à côté de lui, il me dit « Asseyez-vous ici. » Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti? Moi, du haut de mes 28 ans, personne totalement insignifiante, à mes propres yeux, j'étais assis à son côté pour le déjeuner, portant ses vêtements, et au moins pour ce jour-là, pris comme pratiquement seul interlocuteur par lui. J'étais ivre de joie. Déjà dit dans des vidéos précédentes, Hitler quand il déjeune, il n'est pas du genre à gueuler à l'autre bout de la table. Il met les gens avec qui il veut discuter juste à côté de lui, soit à sa droite, soit à sa gauche, et il discute tranquillement. Il est vrai que quand Hitler prend part à une conversation, tout le monde l'écoute religieusement. Mais c'est rare qu'il fasse des monologues et que tout le monde s'ennuie et en gros il parle tout seul et il ne fait que ça. Ça c'est les légendes. Dans les réalités, tout le monde discute autour de la table, etc. Je reprends. Durant ce déjeuner, Hitler me posa des questions personnelles sur mes projets, faits et affaires. Les bâtiments conçus par mon père et mon grand-père. Il ne me demanda rien sur mon affiliation politique. Je me suis rendu compte que la position politique des gens auxquels il passait commande lui était indifférente. Là aussi, petite information, Hitler, quand il parle à des gens, il s'en fout un peu de leur point de vue politique, et il est même dit que par la suite, lors de la guerre, lorsqu'il déjeunera avec des généraux ou des militaires, il ne parlera jamais de stratégie ou de choses militaires à table, parce qu'il dira qu'ils vivent toujours dans un monde en guerre et que là, au moment de manger, c'est le moment de souffler et de penser à autre chose et de parler d'autre chose. Donc voilà pour la première rencontre entre Hitler et Speer, donc on dira la rencontre qui les rapprochera.
Par la suite, Speer mangera souvent avec Hitler et comme vous le savez, Hitler lui passera énormément de commandes. Speer deviendra un des architectes préférés d'Hitler. Encore une fois, ce n'est pas le seul architecte d'Hitler, Hitler en aura d'autres, mais on pourra dire qu'il apprécie Speer parce que il lui donnera des postes qui ne sont pas du ressort de l'architecture. Mais nous y reviendrons par la suite et un hors-série sur Speer sera également fait. Le 1er mai, énorme manifestation, donc c'est le 1er mai. Comme dit dans les vidéos précédentes, le 1er mai est maintenant férié en Allemagne et il y a une grande manifestation et Hitler prononce un discours devant plus d'1 million de personnes. Le 2 mai, l'organisation de la Force par la joie fait partir la première croisière pour les ouvriers. Comme vu dans des vidéos précédentes, vous savez que beaucoup de choses sont mises en place pour le bien-être des ouvriers et des voyages à bas prix. Et là, le 2 mai, l'Allemagne fait partir son premier bateau de vacanciers. Pour cette année 1934, plus de 2 millions d'Allemands participeront à ces croisières. Le 2 mai également, création d'une année obligatoire de ménagères pour les jeunes filles sortant de l'école. Chacune d'elles doit travailler une année sans salaire auprès d'une famille à effectuer les tâches ménagères. Comme vu dans les vidéos précédentes, pour les garçons, c'est le travail à la campagne et ils sont logés et nourris. Le 5 mai, le traité de non-agression entre l'Union soviétique et la Pologne est reconduit. Le 10 mai, à Paris, les opposants politiques anti-nazis émigrés en France fondent la Bibliothèque de la Liberté avec les livres interdits par les nazis. Le 11 mai, dans un discours au Palais des Sports de Berlin, Goebbels proclame la lutte ouverte contre les dénigreurs et critiquailleurs du gouvernement national. Ils seront traités comme des criminels nuisibles à la communauté raciale populaire. Donc là, ceux qui sont visés, c'est les SA qui sont prêts à faire une deuxième révolution. Ils sont également insultés d'éléments bolcheviques camouflés et ils sont nommés beefsteak parce qu'ils sont bruns en surface et rouges à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, Goebbels parle de ça dans un discours, mais il y aura également des affiches de propagande, etc. Et d'autres dirigeants du NSDAP vont parler également des SA qui voudraient faire une deuxième révolution. Ce qui veut dire que cela n'est pas caché, et dans l'esprit des Allemands de l'époque, ils savent très bien qu'il y a un problème entre certains éléments de la SA et le parti. De plus, les gros industriels commencent à se plaindre à Hitler du comportement des SA. Et le ministre de l'armée von Blumberg et son secrétaire d'État, le général Walter von Reichenau, s'indignent également de l'attitude des SA envers les militaires. Et ils exigent à leurs soldats ainsi qu'aux officiers d'être exemplaires pour que les jeunes SA reconnaissent la supériorité de l'armée et s'inclinent de tout cœur à rejoindre l'armée. Donc quand on dit rejoindre l'armée, ce n'est pas s'engager parce que l'armée à cette époque c'est 100 000 personnes, mais que du moins s'il se passerait du grabuge, les jeunes SA seraient du côté de l'armée et non de la SA. Le 21 mai, création d'une communauté de travail du mouvement de la foi allemande, qui se donne comme objectif de propager une foi allemande pré-chrétienne. Donc cela intervient avec tout ce qui est propagande, les revues, les films, etc. Donc tout est fait pour essayer de mettre un peu de côté la chrétienté et de retourner un peu dans les idées païennes dont les SS raffoleront. Et c'est Rudolf Hess qui est chargé de créer ce mouvement. Le 26 mai, le dirigeable Graf Zeppelin s'envole pour son premier voyage de l'Allemagne vers Rio de Janeiro. Le 27 mai, Hitler inaugure à Dresde la première semaine du théâtre allemand. Le 29 mai, la police allemande reçoit l'ordre d'abattre sans sommation les colleurs d'affiches et les distributeurs de tracts anti-nazis.
Petite précision, cet ordre est donné parce que, bon, comme vous l'imaginez, il y a quand même des gens anti-nazis en Allemagne, et justement ils collent des tracts et font passer des messages. Mais là, avec les troubles de la SA, il faut savoir que les SA également font leurs propres affiches et les collent sur les murs. Donc cet ordre est également pour lutter contre les SA qui sont prêts à faire leur deuxième révolution. Le 30 mai, Martin Niemöller, représentant de l'Église protestante, s'élève contre le totalitarisme de l'État nazi et contre la lutte qu'il mène contre l'Église. Adoption d'une déclaration théologique d'opposition au totalitarisme nazi et de refus de tout guide autre que la parole des évangiles. Pour ce mois de mai, Goebbels nous parle évidemment du 1er mai. Il dit « Le grand jour est arrivé, à 9h au Lustgarten. La jeunesse forme un merveilleux tableau. Je parle et j'encourage à la discipline et au travail. Puis le Führer arrive. Il fait un bon discours, acclamation interminable. Retour à la chancellerie au milieu des ovations. Tout Berlin est en vert et couvert de drapeaux. À midi, réception des ouvriers. Le Führer s'informe auprès d'eux. Souffrance sociale épouvantable. Il faut faire quelque chose. Nous sommes tous bouleversés. Le Führer parle avec beaucoup d'émotion. Puis, procession de la reine du mois de mai, romantique et pleine de charme. À la Staatsoper, tableau grandiose. Je parle. Selon le Führer, c'est mon meilleur discours. Du grand style. Bref, arrêt à la chancellerie, puis direction Tempelhof. Tableau indescriptible et grandiose. Le soleil illumine tout. 2 millions de personnes. J'ouvre la cérémonie avec un remerciement et un salut au Führer. Puis il prend la parole. Un discours fort et socialiste, d'une immense vigueur. Spectacle de l'organisation. Le retour est un triomphe pour Hitler. Retour à la chancellerie. Tout le monde y est d'humeur joyeuse. Un grand jour se termine. Pas un seul incident. Ma grande réalisation. Le 1er mai, une victoire sur toute la ligne. La nuit descend lentement. Berlin ne va pas se coucher. Par la suite, il dit « La situation dans le Gau est bonne. Gorlitzer fait un rapport sur la dernière réunion des Gauleiter. On a crié contre la réforme du Reich. On a crié contre Göring. Hess y était aussi. Beaucoup de disputes sur des questions personnelles. À Berlin, tout va bien, mais la SA cause beaucoup de soucis. Ici comme partout ailleurs, elle doit avoir un objectif et des tâches claires. Ensuite, discuter avec le rédacteur en chef de Landgrif. Landgrif accorde trop de place au scandale et pas assez à la politique. Du coup, il devient fade et vulgaire. Là, je ne marche pas. Il faut une nouvelle orientation. Discuter de la situation en Hollande avec le comte Zec. C'est un homme de la vieille école. Il demande qu'on assouplisse les règles de l'exercice des professions libérales pour les juifs. Il ne voit pas la réalité. Maître Estrust, l'avocat de Günther Kant, je l'attaque franchement. Je ne veux plus accepter ce traitement indigne. À la fin, il file doux. Maintenant, vite, le nouveau contrat. Nous ne rendrons plus Harald. Comme vu dans les vidéos précédentes, l'ex-mari de Magda Goebbels et Magda Goebbels s'embrouillent pour la garde de leur enfant. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il prend l'avion pour aller parler aux Sarrois. À Deux Ponts, 200 000 Sarrois, tableau émouvant, l'hymne de la Sarre, puis mon discours pendant 1h30. Un très grand succès, comme dans les anciens meetings de combat. Plus de 50 correspondants de la presse étrangère. Le combat pour la Sarre a commencé. Nous allons le remporter. Mais Chirac et Rosenberg doivent maintenant mettre la sourdine sur la question confessionnelle, jusqu'à la victoire. Par la suite, Goebbels nous dit également qu'il voyage beaucoup en Allemagne, qu'il fait des discours un peu partout, et lors d'un passage à Königsberg, il dit « Parler devant 7000 officiers et soldats, en bonne forme. La Reichswehr est enthousiasmée. Nous devons absolument nous occuper d'elle. Il y a trop de monarchistes là-dedans. » Par la suite, lors de son retour à Berlin, il mange chez Hitler. Il dit « Film et discussion.
Il me prend à part. Il se plaint de Rome et de sa politique du personnel. Article 175. Écœurant. Mais pourquoi ne se passe-t-il rien? Je le mets en garde contre les monarchistes. La Reichswehr est encore très forte. Hindenburg a rédigé un testament dont on ignore la teneur. Papen l'a pris sous la dictée et l'a communiqué au Führer. Il ne sera pas publié avant que le Führer n'y ait consenti. Par la suite, Goebbels part sur Potsdam et il y rencontre le comte Helldorf. Il dit « Il se plaint et s'inquiète. Un type bien. Il a beaucoup de soucis à cause de l'ASA. Rome ne fait pas tout comme il devrait. Il crée trop de conflits. Vis-à-vis du Führer non plus, il ne se comporte pas très bien. Il faut se tenir fermement au Führer. Il est le pôle de stabilité et il ne faut pas désespérer. » Le 7 juin, par une lettre pastorale, l'Église catholique manifeste sa réprobation à l'encontre des projets nazis contraires à la morale chrétienne. Hitler met l'ASA en vacances pour le mois de juin. Ernst Röhm profite pour prendre un congé maladie au sanatorium de Weiss en Bavière. Pour information, pour les vacances de l'ASA, nous ne savons pas très bien quand elles commencent. J'ai plusieurs dates. Quoi qu'il en soit, c'est la première semaine de juin où ils sont mis en vacances. Hitler, par cette mesure, pense que cela calmera un peu tout le monde. Le 8 juin, lors d'un rassemblement, affrontement sanglant en Angleterre, lors d'un rassemblement de 15 000 fascistes britanniques. Les fascistes affronteront les communistes et les socialistes. Pour information, pendant ce printemps 34, il y a une grave crise économique en Angleterre. Le 10 juin, pour les passionnés de football, Coupe du monde de football à Rome, l'Italie affronte la Tchécoslovaquie et remporte le match 2-1. L'Allemagne nazie sera 3e. Pour information, lors de cette Coupe du monde, il y aura énormément de joueurs blessés suite à la violence des fautes lors des matchs. Le 14 et 15 juin, première rencontre entre Hitler et Mussolini à Venise et ses alentours. Nous n'avons que très peu d'informations sur leur conversation. Ce que nous savons, c'est que Mussolini se méfie de Hitler. Mussolini met en garde l'Allemagne contre un futur Anschluss avec l'Autriche. À cette époque, l'Allemagne nazie est naissante et l'Italie est puissante. Donc c'est plus Mussolini qui prend le dessus sur Hitler. D'après certaines personnes, Mussolini aurait dit à Hitler de se débarrasser des éléments les plus turbulents de la SA. Donc sans doute que Hitler a dû lui faire part de ses problèmes avec la SA et Mussolini lui a dit de s'en débarrasser. Après, est-ce que c'est tuer ou les mettre à la porte? Ça, nous pouvons interpréter le message des deux façons. Pour information, Puzzi fait la tête, il nous le dira dans son livre, parce que Puzzi incite Hitler à rencontrer Mussolini depuis déjà un certain temps. Hitler repousse toujours cette rencontre alors que Puzzi lui dit que ça serait une bonne idée de rencontrer Mussolini. Et là, Puzzi est parti en voyage vers les États-Unis parce que il a été invité par son ancienne école pour une réunion d'anciens élèves. Et là justement, Puzzi fait la tête parce que il est l'instigateur de cette rencontre. Depuis longtemps, il en parle, et là, Hitler rencontre Mussolini quand lui n'est pas là. Donc, il fait la tête. Le 17 juin, discours de Marburg. Dans une intervention publique, von Papen critique sévèrement le régime, le totalitarisme, sa violence et son arbitraire. Il dénonce la deuxième vague pour achever la révolution. Des fous excités qui passent la mesure en voulant faire du bolchevisme, alors que le sens même de l'avènement du national-socialisme réside dans la lutte contre le bolchevisme. Par contre, ce discours passera une fois sur les ondes et après, plus personne n'en entendra parler. Pourquoi ? Parce que ce discours a été rédigé par Edgar Julius Jung et que von Papen n'a fait que relire, et le discours dénonce les SA et leur laisser aller, d'aller contre justement Hitler, mais en même temps
ce discours balance des pics contre le nazisme, ce qui ne va pas plaire à certaines personnes, et ce Edgar Julius Jung sera arrêté et par la suite tué lors de la nuit des longs couteaux. Le 21 juin, le président Hindenburg et le ministre de la guerre von Blumberg convoquent Hitler et lui confirment que s'il est incapable de mater les SA, l'armée s'en chargerait elle-même. Pour information, le service de renseignement de l'armée donne également des informations au président Hindenburg, comme quoi les SA sont prêts à faire un putsch. Hitler reste indécis, mais il sait très bien qu'il va devoir passer à l'action parce que si l'armée rentre en action contre la SA, cela se terminera en guerre civile et lui perdra son poste et le parti nazi ne sera plus au pouvoir. Donc il faut qu'il choisisse entre le pouvoir du parti nazi et ses anciens copains de la SA. Pour information, à cette époque, la SA compte entre 2,5 millions d'hommes et 3 millions d'hommes, alors que l'armée n'a que 100 000 hommes. L'armée ayant les armes lourdes, il pourrait prendre le dessus sur la SA, mais là les rapports disent que la SA reçoit des armes d'autres pays et des armes lourdes, donc ce qui pourrait renverser la situation. Le 24 juin, 32e congrès catholique à Berlin, le dirigeant de l'Action catholique Erich Klausener, haut fonctionnaire au ministère prussien des Transports, dénonce le programme racial du régime hitlérien devant 60 000 participants. Ce monsieur sera également du nombre des victimes de la nuit des longs couteaux. Le 25 juin, discours de Rudolf Hess retransmis par radio, où il dit en gros que les personnes qui prônent la seconde révolution doivent faire attention. Le 26 juin, Himmler, avec son service de renseignement de la SS, ainsi que Göring avec son propre service de renseignement, informe Hitler d'une révolte imminente des SA. Ils lui disent que Röhm a rassemblé les SA autour de Berlin en prévision d'un coup d'État imminent. Le 26 juin également, Himmler annonce aux officiers de la SS que les SA sont prêts à faire un coup d'État dans les jours qui suivent. Le 27 juin, von Reichenau, qui est le second de von Blumberg, donc le ministre de la guerre, fournit à Joseph Dietrich et à sa SS des mitraillettes, des fusils et des véhicules pour 700 hommes. Le 28 juin, Hitler est en déplacement, il est avec Göring au mariage du Gauleiter Terboven. Et Hitler a profité d'être dans la région pour également visiter des usines et rencontrer des ouvriers. Hitler reçoit une nouvelle information comme quoi les SA sont prêts à passer à l'action et qu'ils ont attaqué un diplomate étranger, ce que Hitler avait formellement interdit, et il sait très bien que cette nouvelle information va revenir dans les oreilles d'Hindenburg et que là, certainement qu'Hindenburg ferait rentrer en action l'armée. Après avoir entendu cela, Hitler dira « J'en ai assez, je vais faire un exemple ». Hitler donne l'ordre à Göring de retourner à Berlin et d'attendre le mot de code Colibri pour passer à l'action. Hitler téléphone à Röhm, le prend à partie au sujet de l'affaire du diplomate molesté, puis il annonce qu'il se rendra personnellement à Bad Weiss, où il y a Röhm, pour s'adresser à tous les chefs SA, 2 jours plus tard, vers midi. Donc, Röhm doit convoquer tous les officiers SA pour justement une rencontre avec Hitler. Pendant ce temps, Göring, une fois qu'il est à Berlin, il prépare la police et donne les pleins pouvoirs au SS de Prusse, avec ordre d'arrêter les principaux dirigeants SA de la région le moment venu. Pour information, la police participera également et l'armée a l'ordre de ne pas bouger, de rester dans les casernes, mais si cela aurait tourné à la désavantage des SS et que les SA auraient pu, imaginons, prendre le dessus, l'armée aurait pu intervenir. Le 29 juin,
Il est dit qu'Hitler est nerveux, il visite un camp de travail en Westphalie et il apprend que 3000 SA font du grabuge dans Munich. Normalement, il était prévu qu'il visite une autre usine, mais il interrompt son voyage et retourne à son hôtel. Le 30 juin, arrestation et exécution d'officiers SA, événement connu sous le nom de la nuit des longs couteaux. Cette journée fera l'objet d'un hors-série où nous détaillerons cette journée. La vidéo ne devrait pas tarder à sortir. Pour ce mois de juin, Goebbels nous dit « On reprend le travail dans la joie. Je me mets dedans, tout feu, tout flamme. » Une lettre très aimable de Göring. Il m'offre de nouveau son amitié. Mon livre l'a définitivement décidé à le faire. Je vais lui toper dans la main. Grand projet de réforme dans le domaine de la politique culturelle. Nous allons ramollir progressivement les Länder sans discontinuer. Funk y travaille. Par la suite, je discute avec le Führer des problèmes du moment. Il n'a plus confiance en la direction de la SA. Nous devons tous être vigilants, ne pas nous endormir dans la sécurité, être toujours sur le qui-vive. Le Führer remarque tout, même lorsqu'il ne dit rien. Röhm est prisonnier de son entourage. Par la suite, à midi chez le Führer, construction d'une grande salle à Nuremberg par le professeur Rüff, tout à fait grandiose. Rüff est peut-être le successeur du professeur Trost, le Führer en est tout ému. Donc par exemple, comme dit précédemment dans la vidéo, l'architecte Rüff sera un des architectes d'Hitler. Par la suite, parler des problèmes du Stürmer avec Streicher. Il devient tout à fait raisonnable. Il me rapporte aussi que divers Gauleiteurs murmurent contre mon livre. C'est la vieille clique de Stresser, qui supporte mal que ce vieux renard ait été démasqué. Ils prétendent que j'aurais discrédité le Führer avec mon livre. Le Führer lui-même a fait justice de ce soupçon. Par la suite, à Genève, on brasse beaucoup de vent au sujet du désarmement. Il nous faut simplement garder notre sang-froid et demeurer prêt à toutes les éventualités. Par la suite, pendant quelques jours, Goebbels va en Pologne et justement, il doit rendre compte à Hitler. À midi, le Führer, je lui rends compte de Varsovie. Il est très satisfait. Ma visite lui a été très utile, surtout celle à Pilsudski. Il accueille aussi les propos de ce dernier avec enthousiasme. Il est touchant à mon égard. Il raconte Venise. Mussolini lui a fait une bonne impression. Tous deux ont parlé de façon amicale. 1. Autriche. Dollfuss doit partir. Nouvelles élections sous le contrôle d'un homme de confiance neutre. L'influence des nazis dépendra du décompte des voix. Les questions économiques seront traitées en commun par Rome et par Berlin. Accord de part et d'autre. Ce sera communiqué à Dollfuss. 2. Désarmement. Mussolini partage totalement notre point de vue. La France est devenue folle. Il nous soutiendra. 3. L'Est. Nous devons continuer de construire l'amitié avec la Pologne. Voir ma visite. Trouver un modus vivendi avec la Russie. Hitler est très enthousiaste. Mussolini doit venir en Allemagne cet automne. Par la suite, retour en auto jusqu'à Leipzig. Puis, le Führer et moi prenons sur le champ l'avion. Dès notre arrivée à Berlin, un problème. Papen a tenu un discours insensé en faveur des grincheux et autres coupeurs de cheveux en 4. Un texte entièrement contre nous, mêlé de phraséologie. Qui lui a écrit cela? Où est cette crapule? J'interdis la publication de ce discours dans l'ensemble de la presse, sur l'ordre de Hitler. Il est dans une rage folle. Papen va le lui payer. Par la suite, Goebbels reprend. Ça fermente dans le pays. La Reichswehr n'est pas totalement claire. Le Führer est trop gentil. Hess a fait un bon discours radiodiffusé contre les révolutionnaires et vigoureusement pour le Führer. Papen attaque sournoisement. Il continue d'intriguer tranquillement. Son discours a été élaboré par Jung. Il se dispute maintenant sur les honoraires. On a trouvé des lettres compromettantes. Nous devons faire attention. Si c'est sérieux, il faut frapper un grand coup. Fitz Randolph fait son rapport sur Londres. Papen a fait un tort considérable. La clique de ces messieurs
se sert cyniquement de l'étranger. Je la hais tout particulièrement. Par la suite, le soir, le Führer. Discussion avec Schmitt. Le problème des devises devient sérieux. Nous devons nous mettre d'accord avec l'Angleterre. Surtout, pas de guerre commerciale. Par la suite, la situation devient de plus en plus sérieuse. Le Führer doit agir. Sinon, la réaction va nous déborder. Le comte Welseck de Madrid. Terrible événement en Espagne. Prélude au bolchevisme. Le directeur de banque Müller se prononce en faveur des coopératives de consommation. Nous devons ici nous serrer la ceinture. Sinon, c'est la grande faillite. À minuit, de retour à Berlin, Hanke apporte la dernière lettre pastorale des curés. Elle est vigoureusement hostile à l'État. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Par la suite, jeudi, travail à Berlin. Mais je suis de plus en plus déprimé. La réaction est partout à l'œuvre. Le Führer assiste au mariage de Terboven à Essen. Promenade en bateau avec Magda et les enfants. Puis les ennuis. Insolence de la Bremer Zeitung. Avertissement. La vieille garde de Hambourg a rossé le consul général du Portugal. Longue tractation au téléphone. 2 innocents finissent par se présenter. Quel esprit de vaillance. Donc là, c'est l'événement qui déclenchera le feu vert d'Hitler, c'est que les SA passeront à tabac le consul général du Portugal. Et pour finir, ce matin, le Führer appelle. Je dois prendre sur le champ l'avion pour Godesberg. C'est donc parti. À la grâce de Dieu, tout vaut mieux que cette épouvantable attente. Je suis prêt. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.